Bonjour à toutes et tous. Merci et bienvenue à cette table ronde intitulée « Éduquer dehors, le risque du lâcher-prise ». Donc moi je me présente, je suis Laurent Gauthier, je suis responsable national du secteur dans, avec et autour de l'école au CMEA, qui est une association d'éducation populaire et un mouvement pédagogique d'éducation nouvelle. Donc interviendront à cette table ronde Colombe Brossel, qui est sénatrice de Paris, qui se présentera peut-être un peu plus après. Anne-Dominique Israël, qui est directrice adjointe des CMEA Occitanie, en charge d'un pôle autour de l'innovation pédagogique dans l'éducation au dehors. Et enfin, Damien Lullet, qui est directeur adjoint des CMEA Pays de la Loire et qui a surtout aussi une mission nationale sur les terrains d'aventure, puisque pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, vous avez le beau terrain d'aventure géré par les CMEA qui est au fond du parc. Donc après la table ronde, vous pouvez aussi aller voir, il y a des enfants qui y sont accueillis. Donc cette table ronde s'intitule « Le risque du lâcher-prise ». Alors risque pour qui ? Est-ce que c'est les risques pour les adultes, les risques pour les enfants, dont on va un peu parler ? Lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc c'est un petit peu ces différents points que l'on abordera. Et pourquoi on a voulu faire une table ronde sur ce sujet-là dans les rencontres internationales de la classe dehors ? C'est que trop souvent, des freins à l'école dehors, la classe dehors ou à plus largement aux actions d'éduquer dehors sont souvent, on parle de risques. Et au CMEA et dans d'autres organisations, on essaye plutôt de travailler la prise de risque, la travailler, la maîtriser, justement pour éviter de se mettre en danger. Et que ce n'est pas la même chose, le risque et le danger. Et dans une société de plus en plus axée sur la sécurité, voire le sécuritaire, les enfants, on oublie un peu leurs besoins, le besoin d'expérimentation qu'ils ont, de créer, mais aussi des fois de transformer et de détruire et de casser. Et à des moments, on leur interdit un petit peu tout ça, quoi. Et plein d'objets, aujourd'hui, sous couvert d'assurer leur sécurité, on n'assure plus leurs besoins et on les empêche et on met plein de choses sous le prétexte un peu des fois d'assurer une sécurité. Je ne sais pas si toujours c'est le cas, quoi. Donc c'est un petit peu ce qu'on va essayer d'aborder. Et je vais peut-être donner la parole tout d'abord à Damien, qui a été dernier, qui va nous parler de différentes actions qu'il mène pour aborder ce sujet. Ouais, moi je vais parler des terrains d'aventure pour commencer. C'est une recherche qu'on a depuis 7 ans au CMEA. Depuis, il y a plein d'autres acteurs qui viennent nous rejoindre, des associations d'habitants-habitantes, des petites associations de quartier qui nous rejoignent aussi pour monter des terrains d'aventure. Nous, le constat qu'on a fait quand on a remonté ces espaces, c'était dans les 20 dernières années, les espaces de jeux pour enfants, ils sont réduits en termes de hauteur. On laisse moins en moins la place à l'enfant à expérimenter sur l'espace public, voire même il n'y a plus personne sur l'espace public. Et quand il y a, on essaye de faire changer les usages, essaye de ramener les gens à l'intérieur des structures, etc. Nous, c'est avec un peu tous ces constats-là, et aussi centré sur les quartiers sur lesquels on travaille, où on a repéré que l'enfant, on lui laisse peu la possibilité de transformer à l'école, au centre de loisirs, à la maison. Comme tu disais, Laurent, il n'y a pas la possibilité à l'enfant de pouvoir modifier son environnement, alors que c'est peut-être un des premiers besoins qu'on a en tant qu'individu, c'est de transformer le milieu dans lequel on vit. Toutes ces choses-là nous ont amené à nous poser la question comment on pourrait faire les terrains d'aventure. C'est une expérimentation pédagogique qui date il y a très longtemps. C'est né au Danemark après la Seconde Guerre mondiale. En France, dans les années 70, c'était un peu l'essor et il y en avait un peu partout. Pas autant que dans d'autres pays européens, mais en tout cas, on en avait. Et les années 80 ont amené toute une vague de sécurisation de l'espace public, la création des grosses structures de loisirs qu'on connaît aujourd'hui, la professionnalisation qui, pour nous, est aussi un des marqueurs qui fait qu'on n'est plus sur l'espace public et on n'arrive plus à jouer avec le milieu. Et le milieu dans lequel on est, il y a aussi les gens et donc l'espace public avec lequel on peut jouer. Voilà. Et nous, un peu là, les éléments qui nous paraissent importants aussi à relever aujourd'hui pour permettre une prise de risque, en tout cas sur l'espace public, c'est déjà d'accepter que ça soit l'espace public et pas forcément en intérieur. Si c'est ramener de la prise de risque en intérieur dans les cours d'école uniquement, c'est pas vraiment intéressant. La place de l'enfant dans la ville, c'est un des enjeux que nous, on trouve important.
le contact avec les habitants et aussi que les habitantes ils puissent nous voir travailler pour aussi, quand on n'est plus là, pouvoir aussi faire par mimétisme les mêmes choses que nous, c'est-à-dire accompagner les enfants à jouer, à mettre les mains dans l'eau, mettre les mains dans la boue, mais aussi faire des jeux de contact, des jeux d'épée, des jeux de violence à des moments. Voilà. Et l'autre élément, c'est la question de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup à faire des rues pour les enfants, des espaces pour les enfants, mais on n'a plus l'habitude de se retrouver dehors. Et en fait, s'il n'y a pas d'humain pour faire travailler ce truc-là, la prise de risque, elle n'aura jamais lieu. Nous, on pense que la formation, c'est un des vecteurs pour faire travailler la prise de risque de manière éducative sur l'espace public, parce que c'est pas inné. Ça veut dire enlever notre manteau d'animateur et d'animatrice, d'enseignants-enseignantes qu'on a, et qu'il faut passer d'abord par la formation pour assurer que cette prise de risque elle puisse avoir lieu et que peut-être dans quelques années on n'en ait plus besoin, mais en tout cas aujourd'hui on est obligé de repasser par ces facilitateurs de jeu et de prise de risque sur l'espace public. Justement, peut-être Anne-Dominique, que le rôle un petit peu que des associations comme les CMEA peuvent faire dans cet accompagnement des adultes, et puis on abordera après un autre point sur les politiques publiques. Oui, alors nous, CMEA, on va accompagner, donc le point de départ, c'est bien entendu les terrains d'aventure, parce que c'est un terrain de jeu incroyable pour aborder l'accompagnement au jeu libre et l'accompagnement au jeu risqué. Mais on va travailler sur tous les espaces éducatifs. On va aborder cette question avec les parents, donc sur le temps passé avec les parents. On va aborder cette question avec les enseignants dans la pratique de la classe dehors, parce qu'il y a un des rituels qui est le jeu libre. Et on va aborder cette question avec les accueils collectifs de mineurs, mais du coup, de facto, avec les collectivités, avec les décideurs, les élus, et puis tous les agents des collectivités ou des associations d'éducation populaire qui interviennent sur les accueils collectifs de mineurs. Et la première des choses, c'est qu'on doit déconstruire des idées reçues. Avant de rentrer dans le dur sur la posture pédagogique, on a besoin de déconstruire des idées reçues. L'extérieur est bien souvent identifié comme un espace beaucoup plus dangereux que l'intérieur. En fait, dans les statistiques et les faits, l'espace intérieur, l'espace intrafamilial, l'espace intérieur est beaucoup plus dangereux que l'espace extérieur. Et on a des perceptions sur certaines pratiques, que ce soit dans les cours de récréation ou dans l'espace public, qui nous semblent plus dangereuses. Typiquement, beaucoup de parents amènent leurs enfants à l'école en voiture parce qu'ils pensent qu'à l'intérieur de la voiture, ils sont moins en danger qu'à circuler sur un trottoir. Statistiquement parlant, c'est encore une nouvelle fois complètement faux. On est plus en sécurité sur un trottoir à circuler à pied que dans l'intérieur d'une voiture. Donc il y a énormément d'idées reçues qu'on va déjà commencer à déconstruire. Ensuite, en termes de dangerosité, on a eu beaucoup d'échanges qui sont très parlants autour du terrain d'aventure. On discutait avec des enseignants, avec des collectivités, avec plein de gens, et ils nous disaient « Oh là là, mais là, il y a les enfants ont la scie, est-ce que vous leur avez appris à utiliser la scie avant ?» Et il y avait plein de questions par rapport à la scie. Et nous, on a tendance à leur expliquer à chaque fois que lorsque les enfants commencent à scier, et si la scie dérape et qu'elle commence à entamer un petit peu la peau, il est très rare qu'un enfant continue de scier jusqu'à atteindre l'os, traverser l'os, puis... Bon, et alors pourquoi j'utilise cette métaphore, enfin cette image que j'ai empruntée à un expert du travail, de l'accompagnement au risque anglo-saxon, c'est parce qu'en fait, souvent on entend les adultes dire « Non, arrête, tu vas te couper le doigt ». En fait, on n'a jamais vu un enfant qui sciemment se coupe le doigt. Par contre, ce qu'on peut constater dans une cour de récré, c'est que beaucoup d'enfants sur du bitume vont prendre de la vitesse. Et avec cette vitesse-là, donc c'est un des éléments des jeux risqués, c'est la vitesse, eh ben, ils vont leur arriver plein de bricoles. Typiquement, on se brûle sur le bitume. Et on se brûle salement. Il y a des traumas crâniens, il y a des fractures. Et ça, c'est notre quotidien dans les écoles. Et ça défrise personne. Tout le monde devrait, si on était vraiment concerné par les dangers, virer le bitume de facto des cours d'école et les longues cours à traverser. Donc il y a finalement des dangers qu'on accepte, des risques qu'on est prêt à prendre et qu'on n'accompagne pas du tout d'ailleurs, et puis d'autres où c'est devenu complètement intolérable. Donc on a vraiment, il me semble, une vision relativement faussée du risque et du danger. Nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que le risque évite le danger. Et l'accompagnement au risque, le boulot des enfants dans leur vie, dans le jeu libre, c'est d'expérimenter. Leur boulot, c'est le tâtonnement, l'expérimentation. Quand on apprend à marcher, si on nous interdit de tomber, ben on n'apprend pas à marcher.
Et en fait, c'est ça, dans la vie, sur la confiance en soi, sur le fait de se dire, on n'a jamais vu un enfant, par exemple, qui ne sait pas grimper un arbre, qui va grimper 4 mètres d'entrée de jeu. Ça n'existe pas. Et donc, nous, les adultes, notre boulot, c'est de nous dire, OK, bon, on fait un pas de côté et on essaye de réfléchir à la confiance qu'on peut porter et puis à notre posture pour accompagner cette prise de risque. Donc, je ne vais pas vous expliquer toutes les formations qu'on mène, mais on va accompagner les acteurs éducatifs à prendre du recul. Bien souvent, on utilise des espaces comme le terrain d'aventure et des fiches d'observation pour les désactiver, en fait. Donc, on les désactive. On leur dit, ne gérez plus rien dans votre classe ou avec votre accueil de loisirs qu'on accueille, là. Vous faites un pas de côté. Nous, on gère leur sécurité, on est responsable. Vous avez cette fiche. Observez à quel moment seriez-vous intervenu. Vous n'êtes pas intervenu parce qu'on vous a désactivé. Qu'est-ce qui s'est produit? Quels sont les bénéfices pédagogiques de ce qui s'est produit? Quels étaient les risques? Le risque, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment grave s'il se passe quelque chose? Le degré de dangerosité? Est-ce qu'il y a beaucoup de chances que ça se produise? Et en fait, une fois qu'ils font ce ratio-là de manière posée en observation, ils se rendent compte qu'en fait, ils seraient intervenus un paquet de fois, alors même que ce qui était en train de se produire est pédagogiquement ultra intense. Et donc, on va retravailler sur ces postures, on va se mettre en situation, on va faire des débats. Et l'enjeu, c'est vraiment la déprogrammation. Nous, les acteurs à Nîmes, par exemple, on était en formation avec des acteurs de quartier et ils nous disaient qu'ils étaient en cure de désintox. Voilà, je reste sur ce mot-là. Merci Anne-Dominique. On va se tourner peut-être maintenant sur le rôle des politiques publiques. Donc, je sais que Madame Brossel, vous êtes sénatrice, mais vous avez exercé aussi des fonctions à la ville de Paris. Peut-être que dans ce cadre-là, vous pouvez nous dire 2-3 petits mots là-dessus. Avec plaisir. Bonjour à toutes et tous. Alors, quand vous invitez un ou une élue, quelle que soit d'ailleurs sa couleur politique, pour parler de risque, bon, on est quand même dans un moment de contradiction profonde parce que forcément, la responsabilité des élus, elle est d'éviter les risques. Mais une fois qu'on a dit ça, et quand on parle d'éducation, de pédagogie, on voit bien à quel point, alors pardon, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais toutes les volontés d'externaliser les risques en dehors de l'école, en dehors du temps scolaire, elles ne font pas disparaître le risque. Elles le reportent juste ailleurs. Moi, j'ai toujours été très frappée d'entendre sur une autre forme de risque tous ceux, y compris quelques collègues au Sénat, qui nous expliquent qu'il faut par exemple absolument bannir par principe tous les téléphones portables au collège. Déjà, on n'a pas le droit d'avoir son téléphone quand on est en classe, mais enfermer son téléphone au collège dans un casier et le reprendre le soir en partant, on peut bien m'expliquer que ça fait disparaître tout harcèlement scolaire du collège. Mais enfin, les acteurs les plus honnêtes reconnaissent que, en fait, c'est juste reporté après dans le car scolaire et à l'intérieur de chez soi. Et donc, toute tentative un peu fausse de dire j'externalise le risque, mais en fait, ça ne fait pas disparaître le risque, et le risque, il est consubstantiel à toutes les activités humaines. Et finalement, et là c'est peut-être plus comme élu local que comme parlementaire, mais j'y reviendrai comme parlementaire, que je réfléchissais à cette table ronde en venant. Quand dans une ville comme Paris, capitale la plus dense en Europe, on a, pour d'autres raisons, au sortir du Covid, décidé de généraliser la piétonisation des rues dans lesquelles il y a des écoles. On est aujourd'hui à plus de 250 rues qui ont été piétonisées. Elles seront 300 dans une petite année à la fin du mandat. En fait, on apaise l'environnement en virant la circulation automobile, pour dire les choses comme elles sont, mais dans un environnement apaisé, on peut y réintroduire une part de risque. Parce que l'environnement est apaisé, on peut réintroduire le risque. Et le risque, c'est celui, alors d'abord presque en forme de boutade, c'est le risque de l'altérité. C'est le risque d'avoir des enfants à la sortie de leur école qui puissent jouer ensemble sans qu'ils soient nécessairement scolarisés dans la même classe. C'est le risque. J'aurais tendance à appeler ça un bénéfice de rencontrer l'autre et de pouvoir avoir des moments de commun avec les autres enfants du quartier. Mais c'est aussi finalement le risque,
et on revient finalement à ce que vous disiez sur les terrains d'aventure, c'est un bénéfice de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on retrouve à Paris des endroits dans lesquels les enfants finalement vont jouer seuls. Je vous redonne, je crois que c'était l'UNICEF qui avait fait un sondage sur les enfants de l'intérieur. Et dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants, 97% des enfants en primaire vont à l'école accompagnés par un de leurs parents. Ça veut dire qu'en fait, nos enfants ne sont plus jamais seuls et en autonomie, et donc avec une part de risque. Mais enfin, comme on n'apprend pas à marcher sans se casser un peu la figure, on n'apprend pas à être autonome sans lâcher la main. Et c'est une formule qu'on a beaucoup utilisée à Paris. C'est repenser notre politique d'aménagement, notre politique d'urbanisme et notre politique d'aménagement du quotidien en se disant c'est une ville dans laquelle je veux pouvoir lâcher la main de mon enfant. Et quand on repense ces politiques publiques en se disant c'est une ville dans laquelle je veux pouvoir lâcher la main de mon enfant, en fait, on réintroduit la part de risque, cette notion même qui pouvait paraître un peu orthogonale avec la fonction ou le mandat d'élu, mais en y réintroduisant l'autonomie et la part d'altérité et de rencontre qui fait partie de ce à quoi sert aussi une organisation collective, c'est à produire cela. Merci. On avait l'intitulé, c'est le risque du lâcher-prise. Le lâcher-prise aussi, ça nécessite un changement de posture éducative de l'adulte, y compris là, ce qu'on rencontre de classe dehors, de l'enseignant, l'enseignante, qui souvent, quand il est dans sa classe, il prend moins de risques parce qu'il pense qu'il a tout préparé, il maîtrise son sujet et toutes les questions qu'il pose aux enfants, il a déjà la réponse. Et alors que quand souvent on est en classe dehors ou à d'autres moments, eh bien, il faut lâcher prise, il faut accepter d'aller dans un autre environnement, un environnement qu'on ne maîtrise pas, que l'adulte ne maîtrise pas non plus, mais ce n'est pas gênant, et que pour que l'enfant, des fois, il nous pose des questions et qu'on accepte de ne pas le seul détenteur de savoir et d'accepter de dire « je n'ai pas la réponse ». On va chercher la réponse ensemble. Voilà. Donc ça nécessite un changement de posture éducative. Est-ce que vous avez quelques exemples de voir comment là, on travaille un peu cette posture éducative pour justement lâcher un peu prise? Alors soit Damien ou Anne-Dominique, comme vous voulez. On en a beaucoup, c'est-à-dire que c'est un peu de notre pratique, ce changement de posture, c'est une posture en contiguïté, faire le pas de côté et d'accepter d'être en accompagnement et en distancié aussi, et prendre de la distance aussi, et d'être en posture d'observation, et de se dire que on va prendre le temps. Et en fait, je pense qu'il y a une notion de temporalité dans cette posture aussi, c'est-à-dire laisser le temps aux enfants de vivre leur expérience. Et dans la pratique de la classe dehors, il y a vraiment cette question d'exploration, de tâtonnement et de découverte par soi-même. Et donc, si on rejoint la notion de risque, avec la découverte de l'environnement, la manipulation de l'environnement, et le fait d'avoir dans les parages un adulte bienveillant dont la posture est à côté, et qui a cette capacité d'accompagner sans faire à la place ou poser de l'intention d'adulte dans ce tâtonnement et cette découverte. Et donc, dans la question du risque, c'est la possibilité de faire des jeux de hauteur, la possibilité de prendre en main des activités en autonomie. Et c'est vrai que dans la pratique de la classe dehors, avec des rituels comme le jeu libre, mais pas que, il y a quelque chose de l'ordre de je ne maîtrise pas tout et je me mets à côté et pas dans un savoir que je vais dispenser de manière descendante. Et hier, on a accueilli sur le terrain d'aventure, donc qui est juste derrière, des classes. Il y a une classe qui est venue de CPCE1, je crois, et avec donc l'enseignante qui n'était pas du tout OK à venir, mais bon, elle était là, et des parents qui étaient là, et dont un qui avait beaucoup peur pour son enfant. Et donc, on les a extraits. Il y a les animes qui ont accueilli les enfants d'un côté, puis des animes qui ont accueilli les adultes de l'autre, et puis justement pour avoir un temps de retour avec eux sur ce qui venait de se vivre. Il y a un papa qui était terrifié de voir son enfant utiliser un marteau et une scie, par exemple, ou de monter sur une palette qui était elle-même sur une palette qui était à peut-être 1,50 m de haut, etc. Tout ça, on a aussi notre rôle, il est aussi d'accompagner les adultes à repérer ces moments-là, parce que nous, on peut le maîtriser en tant qu'anime de terrain d'aventure, mais c'est sûr, c'est l'extérieur
qu'est-ce que l'extérieur voit de ce que nous on fait, qu'est-ce que l'extérieur en comprend. Et notre travail, il est aussi d'expliciter aux parents que là, il se passe beaucoup de choses autour de la prise de risque qui sont nécessaires pour leur enfant et que le faire dans notre cadre qui est sécurisé, parce qu'on le maîtrise, enfin sécurisé, enfin en tout cas on maîtrise ce cadre-là, bah, c'est aussi important aussi d'accompagner les parents, de faire ce pas de côté-là. Voilà. Merci. Donc, peut-être avant de vous donner la parole à vous, j'ai eu d'autres questions pour Madame Brossel. Peut-être que comment les politiques publiques, des fois, accompagnent ou au contraire, des fois, freinent ces possibilités. Et comment aussi, en tant que parlementaire, le fameux principe de précaution qui aujourd'hui est tellement mis en avant, des fois, est si vraiment à respecter comme ça. Alors, peut-être la question n'est pas facile comme ça à poser, mais ce n'est pas une question piège, c'est aussi de voir comment parfois les élus peuvent aider ou freiner des choses, quoi. Alors, malheureusement, c'est une réflexion toute personnelle. Le principe de précaution, il fait l'objet d'une appréciation très variable. En ce moment, on est un tout petit peu en train de détricoter le principe de précaution en matière environnementale dans ce pays. Donc voilà, ça reste quand même politiquement très, très variable. Une fois que j'ai dit ça, je suis par exemple très frappée. Alors je vais revenir sur les bâtiments scolaires parce que pour le coup, le législateur se soucie beaucoup et honnêtement, ça n'est pas ni à tort ni honteux de la sécurisation des bâtiments scolaires et on voit bien à quel point il y a de nombreuses recommandations qui ont pu être faites de ce point de vue-là par les parlementaires au Sénat comme à l'Assemblée sur la sécurisation des bâtiments scolaires. Et je le redis, ça ne me paraît pas en soi être une difficulté. On est dans un monde dans lequel il faut aussi intégrer cette notion-là. Mais ça ne résout pas tout. Et une fois que vous aurez fait des établissements scolaires qui sont des bunkers, de la même façon que je le disais tout à l'heure, vous n'aurez pas fait disparaître le risque. Et du coup, en fait, la politique publique, elle reprend ses droits. Et c'est ça qui est finalement intéressant dans la façon dont la politique publique elle est faite, c'est qu'elle peut aussi être, alors parfois déconstruite, parfois aménagée, par ceux qui vivent là, qui sont habitants et qui reprennent leurs droits. Je vous donne un exemple. En plus, c'est un exemple sur lequel j'ai travaillé et j'ai fait comme les enfants. C'est-à-dire, j'ai essayé, j'ai échoué, j'ai essayé, j'ai échoué, et puis on a fini par y arriver. Dans une ville comme Paris, avec un réseau d'écoles extrêmement dense, mais enfin une ville dans laquelle on n'est pas toujours et spontanément en contact avec la nature, végétaliser des cours d'école, c'est formidable et c'est un vrai outil pédagogique, c'est un vrai outil éducatif. Végétaliser des cours d'école et permettre qu'elles soient accessibles en dehors du temps scolaire, le week-end, pour l'ensemble des habitants, qu'ils soient ou non enfants scolarisés, parents d'enfants scolarisés, ça a été un vrai défi pour arriver à justement faire tenir cet équilibre entre sécurisation de bâtiments qui, lorsqu'ils accueillent des enfants, doivent en effet être des endroits dans lesquels tout le monde ne rentre pas et dans lesquels on assure une protection des enfants. Elle est légitime pour les enfants et pour l'ensemble de ceux qui y travaillent. Et en même temps, dans une ville dans laquelle on a tant besoin d'espaces, qui soient des espaces de nature, de respiration, pouvoir ouvrir ces cours d'école à l'ensemble des habitants le week-end. Et bien voilà, la politique publique, elle doit pouvoir définir des règles et elle doit pouvoir définir finalement une sorte de contournement de ces règles, mais en partant finalement de la vie de ceux qui habitent dans l'environnement. Je parle de Paris que je connais le mieux, mais enfin, ça n'est pas le seul endroit où ça se fait. Damien, tu voulais préciser peut-être quelque chose aussi sur ce sujet ? Oui, c'est en complément. C'est régulièrement aussi en tant qu'adulte, quand on parle de prise de risque, on parle de bénéfices et de risques. Il y a une balance qui s'opère. Et souvent, en tant qu'adulte, on vient se poser cette question-là, c'est toujours au bénéfice de l'adulte et jamais au bénéfice de l'enfant. C'est plutôt le risque qui l'emporte. C'est souvent nous, on se dit, le risque, c'est que le parent vienne me juger sur telle action que j'aurais fait en tant qu'animateur, éducateur, enseignant. Comment je vais être jugé s'il se passe tel truc ? S'il y a un bobo, qu'est-ce qui va se passer ? Se péter un bras, c'est dommage, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Pour autant, c'est toujours ça, c'est toujours ce risque qui pourrait hypothétiquement arriver, qu'on met en avant et jamais le bénéfice de l'enfant en premier. Merci. Donc, on va peut-être vous laisser la possibilité de poser quelques questions. Évidemment, la règle, c'est pas des monologues, c'est des questions assez brèves qui permettent d'exposer quelque chose. On va peut-être en prendre
2 et ensuite on essaiera de répondre, ou d'apporter des précisions et puis on redonnera ensuite la parole. Donc je laisse Titouan, je crois qu'il y a un micro, donc les personnes qui souhaiteraient nous interpeller. Alors, on a quelqu'un dans le fond. C'est à vous. Bonjour, je m'appelle Afif, je suis directeur d'un centre aéré à Marseille. Je vais quand même faire un petit monologue. Voilà. Non, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'on parle beaucoup de risques, de sécurisation, on a parlé de politique publique. Moi, il y a la question que je me pose, c'est que oui, on doit sensibiliser les parents, oui, on doit sensibiliser les adultes, les acteurs de l'éducation. Mais à un certain moment, moi, quand je travaille en tant que directeur dans un centre aéré, je me rappelle, je travaille depuis quelques années, on arrivait à prendre des risques, on arrivait à expérimenter avec les enfants, et ça, c'est de moins en moins facile, parce qu'au niveau des collectivités, au niveau des personnes qui viennent nous voir, nous rendre visite ou nous inspecter, on nous dit oui, qu'est-ce que vous faites pour la sécurité? Non, ça, c'est pas possible, c'est compliqué, vous prenez des risques. Donc oui, moi, je veux bien prendre des risques, je veux bien mettre en parallèle la pédagogie avec la prise de risque, mais par contre, au niveau des contrôles qu'on reçoit, au niveau des injonctions qu'on nous demande, c'est hyper compliqué. On a toujours peur du scandale, on a toujours peur des réseaux sociaux, de ce qu'on va publier sur les réseaux sociaux, de ce qu'on va dire sur telle mairie ou telle... C'est un peu compliqué. Voilà, je voulais juste dire ça. Et voilà, merci. Merci à vous. Une autre prise de parole, je crois, devant, là, Titouan. Oui, bonjour, moi je suis enseignante dans l'école publique en collège et donc j'ai mené des cours en extérieur avec des sixièmes en français et en fait je me suis heurtée exactement à la même problématique auprès de ma hiérarchie puisqu'il y a eu le plan Vigipirate-attentat et suite à ça ma direction ne voulait plus que je sorte. Et elle m'a même dit que les derniers cours qu'elle m'autorisait seraient encadrés par une patrouille de gendarmes. Voilà. Ça illustre là quelques contradictions. Peut-être qu'il y a une troisième personne là derrière, et puis ensuite on verra quelles réponses on peut apporter. Merci. Oui, bonjour. Mathieu Boilly, directeur régional des CMEA PACA, donc je salue mes collègues. Mais aussi ancien prof de PS dans une autre vie, donc qui du coup la question de la prise de risque est travaillée au quotidien. Ma question était plus sur le terrain d'aventure, sur comment il se différencie d'espaces de consommation, de prise de risque qui peut exister dans la société, de type trampoline, machin, où on paye et il y a plein de gamins qui sautent partout et dont on les lâche dans un espace, ou même des parcs de grimpe aux arbres, etc., qui sont des espaces de consommation où on peut travailler la prise de risque, mais où du coup, comment le terrain d'aventure qui, lui, s'inscrit sur un territoire, mais aussi qui vise à transformer le territoire et à ce que quand les enfants ne soient pas là, quand le terrain d'aventure n'est plus là, on peut s'emparer de son environnement pour apprendre à le transformer, etc. Et du coup, comment, le terrain d'aventure qui est un espace éducatif, les autres le sont aussi, hein, mais comment il se différencie de ces espaces aussi de consommation? Voilà, c'était ma question. Merci. Donc on va peut-être essayer de répondre peut-être dans un premier temps sur les injonctions contradictoires ou des fois les contraintes qui s'imposent, que ce soit à la jeunesse et sport pour les centres de loisirs ou par les services d'inspection pour les collègues enseignants, et puis peut-être après, dans un deuxième temps, répondre aussi à comment un espace ou un lieu comme les terrains d'aventure permet peut-être d'autres choses. Alors, je ne sais pas si c'est la première question. Je voulais commencer par la première question. Alors, on travaille évidemment avec les collègues des centres de loisirs et puis avec les enseignants et enseignantes. Et en fait, au quotidien, c'est les freins quand on les accompagne qui nous mentionnent au quotidien. Moi, j'ai une collègue qui travaille en Hollande et qui m'expliquait qu'au moment des attentats un peu partout en Europe, ils se sont posé la question en Hollande, est-ce qu'on ferme les cours d'école? Parce que c'est des cours qui sont ouvertes vers la cité.
Et ils ont fait le choix que non, ils ne les fermeraient pas. Et donc on va souvent dans les pays autour de la France avec des pédagogues, des collègues, pour aller réfléchir un petit peu sur comment ils en sont là, comment ils font. Et effectivement, on essaye d'y amener des décideurs, des élus, parce qu'il y a une culture globale dans notre société qu'il faut faire évoluer. Et il n'y a pas de formule magique pour ça. Mais il y a un travail collectif, à la fois sur la formation des acteurs éducatifs, mais aussi sur la formation des élus, sur l'accompagnement et la réflexion autour de ça. Et malheureusement, effectivement, c'est la réalité de nos acteurs éducatifs aujourd'hui en France, ces freins-là. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Vous avez illustré, alors je ne vois plus le monsieur qui est direct. Je vous retrouve. Vous avez illustré tous les deux les difficultés qui font que, par ailleurs, nous sommes tous réunis depuis hier, aujourd'hui, parce que c'est un des éléments de réponse pour répondre à ces injonctions paradoxales que vous vivez comme professionnelle, que ce soit en centre de loisirs, que ce soit comme enseignante. C'est d'arriver à montrer, d'arriver à prouver, d'arriver à matérialiser, d'arriver à construire un discours qui soit en même temps politique au sens de politique publique et un discours politique au sens de politique éducative. La présentation qui a été faite hier par des collègues députés de dire nous allons déposer une proposition de loi qui a été travaillée, j'allais dire fabriquée, par la Fabrique des communs pour justement permettre les classes dehors. Honnêtement, la première réaction spontanée pourrait être de se dire enfin, on n'a pas besoin d'une proposition de loi, de modifier le code de l'éducation, alors que vous le faites, ça se fait partout en France, ça se fait en zone rurale comme en zone urbaine très dense. Et en fait, on voit bien pourquoi il y a nécessité d'inscrire dans le code de l'éducation des activités telles que celle-là. C'est justement pour lever ces freins que vous avez décrits. Alors j'avoue que le paroxysme d'être accompagné par une patrouille de gendarmerie nous a fait bêtement ricaner parce que, voilà, c'est une autre version du risque. Mais c'est bien l'intérêt de ces outils, pour le coup, de politique publique et de politique, là, en l'espèce législative, c'est justement d'arriver à lever ces freins. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, que la loi se fait dans notre pays. Elle se fait de deux manières. Alors, beaucoup de façon très descendante, et puis après, on voit comment on peut éventuellement faire en sorte que ça marche sur le terrain. C'est généralement, alors c'est très utilisé dans notre pays, ça marche généralement assez mal. Et puis il y a aussi, à l'inverse, ce qui s'inspire de la réalité de vie des habitants, des professionnels, et qui construit par la loi l'extension et le fait que ça puisse avoir lieu partout dans le pays et que ça puisse se faire dans de bonnes conditions, y compris pour celles et ceux d'entre vous qui se risquent à emmener leurs élèves faire classe dehors. Damien peut-être ou Ando sur l'aspect terrain d'aventure, en quoi c'est différent et qu'est-ce que ça permet par rapport aux parcs des TEPACAB, des acrobranches qui veulent travailler commercialement la prise de risque, je vous le dis comme ça. Alors la grande différence, bon déjà c'est une activité, quand on est dans un terrain d'aventure, il y a le fondement du terrain d'aventure, c'est qu'il n'y a pas d'intention d'adulte et que l'activité ne va pas être dirigée vers quelque chose de déjà pensé par les adultes. Donc dans les parcs acrobranches, etc., il y a quand même une fonction très spécifique avec des parcours, ça a été réfléchi par les adultes et c'est un peu monomaniaque comme type d'activité. Dans un terrain d'aventure, le principe de base, c'est le jeu libre. On peut tout à fait ne rien faire. Il n'y a aucune intention d'adulte et du coup, quand les enfants vont s'engager dans une pratique à risque, ils vont être dans une intention propre, autonome. Et d'un point de vue éducatif, il me semble qu'il y a beaucoup plus de richesse. Alors, ça ne veut pas dire que la consommation d'autres activités un peu plus dirigées, je dirais, n'est pas pertinente. Ça a des vertus, mais ce n'est pas du tout la même démarche. Et le point d'ancrage, c'est vraiment l'autonomie des enfants. Et un autre enjeu, même si dans la question que tu posais, Laurent, c'était induit, il y a la question de la gratuité. Nous, on pense que l'éducation n'est pas payante, elle doit être gratuite. C'est peut-être encore un peu utopique dans notre pays, mais en tout cas, nous, on le porte et on pense que la prise de risque, c'est pareil. C'est un besoin de tous et de toutes. Et s'il faut monnayer cet apprentissage-là, il n'y a aucun enjeu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'amener de partout, dans tous les espaces publics. Et peut-être pour faire le pont avec peut-être la question qui était posée la première, c'est aussi des espaces collectifs.
contrairement aux acrobranches, etc., où c'est des pratiques de prise de risque assez individuelles, en fait, c'est moi et mon corps, et voilà. Là, on est confronté à d'autres. Et pour nous, la dimension collective dans le montage d'un terrain d'aventure, dans ce qu'on fait vivre sur l'espace public, dans la rencontre qu'on a avec les gens, mais aussi pour éviter ce qui se passe à être encadré par des policiers ou qu'on vienne nous dire que ce qu'on est en train de faire, c'est complètement déconnant et que ça ne rentre pas dans le cadre d'un accueil collectif du Nord, nous, c'est la dimension collective qu'on travaille en tout cas, en accueillant les enseignants, les centres de loisirs, etc., en disant, voilà, la prise de risque, elle est éducative. On est 15 professionnels sur un territoire à penser que d'un coup, c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. On fait exactement pareil avec les techniciens, avec la préfecture, avec la Dragesse, avec l'éduc. Enfin, voilà. On met les gens autour de la table en disant, si on est d'accord sur le principe politique et sur le principe pédagogique, maintenant, on doit œuvrer ensemble. Et c'est ça aussi l'enjeu un peu de... parce que si c'est que de la pratique individuelle, c'est sûr qu'on va se prendre des caméras, on va se prendre des photos, on va se prendre tout ça. Alors en vrai, ça doit être une pratique collective et de tout un espace et tout un quartier qui doit aller dans ce sens-là, quoi. Merci. Peut-être encore 2-3 questionnements de personnes dans la salle. Enfin, dans l'espace dehors, ce n'est pas vraiment une salle. Bonjour, ville de Grenoble. Je me posais la question, est-ce que ce ne serait pas intéressant de travailler avec le monde assurantiel pour retravailler cette vision du risque et d'objectiver les termes du débat, ou de travailler aussi avec le monde sanitaire sur la réglementation normative? Je donne l'exemple, par exemple, qu'on nous dit qu'il faut absolument analyser la terre dans les jardins pédagogiques des écoles, au cas où, alors que moi j'explique tranquillement que si on fait une fraise et qu'on la divise en 25 élèves, le bénéfice de manger la fraise qu'on a cultivée nous-mêmes par rapport au risque d'éventuellement manger un fruit d'une terre pas très saine est très faible. Voilà, c'est une question pour faire avancer un petit peu les mentalités et faire bouger un petit peu les termes du débat. On prend une autre question, puis on essaiera de répondre à l'ensemble ensuite. Devant, là, dites-moi. Bonjour, moi je travaille pour la Ligue de l'enseignement. Vous avez pas mal parlé de la posture de l'adulte, plutôt en observation, dans le laisser-faire. J'imagine qu'à des moments sur les terrains d'aventure, peut-être les enfants reviennent vers les adultes, ou peut-être, je ne sais pas, certains temps coopératifs peuvent créer des des situations, quoi. Comment vous pensez, comment vous abordez cette question de la coopération et du lien qui peut être aussi intéressant entre adultes et enfants dans ces terrains-là? Merci. Alors, peut-être qu'on va répondre là. Et puis, donc, d'abord sur les assurances et après ça. Je redis bien on a illustré beaucoup avec les terrains d'aventure, mais on est bien sur éduquer au dehors, au CMEA ou comme d'autres. On pratique aussi d'autres choses qui permettent de travailler les mêmes questions de lâcher prise quand on fait simplement des fois classe dehors au quotidien dans son école. Sur les questions d'assurance, la Maïf a assuré les terrains d'aventure dans les années 70 et ça existe encore dans leur grille de... Voilà. Donc, étant donné qu'il y a moins d'accidents sur un terrain d'aventure que dans un accueil de loisirs, ils préfèrent assurer un terrain d'aventure. Enfin, il y a ils engagent moins d'argent à l'intérieur. Et c'est la même chose dans les pays en Allemagne, il se dit la même chose, etc. Donc, étant donné qu'il y a moins d'interdits, on ne travaille pas sur... Nous, il n'y a rien d'interdit sur un terrain d'aventure. Ça n'existe pas, ce mot-là. On considère que ce n'est pas un mot éducatif. En tout cas dans cet espace-là, c'est plus avantageux pour eux parce qu'il y a moins d'accidents, donc ils préfèrent assurer un terrain d'aventure. Sur la question sanitaire, alors nous on travaille beaucoup dans des quartiers prioritaires où la question sanitaire c'est un vrai enjeu, notamment parce que c'est des espaces de vie qui sont quand même assez pollués. Où y vivre c'est dangereux déjà de base, de par les matériaux, par l'environnement qui est mis. Alors on rénove. On essaye de rénover, ça va dépendre. Et donc, les questions sanitaires, pour nous, elles sont forcément liées directement. Quand on a beaucoup de retours d'enfants qui disent on vient sur le terrain d'aventure parce que vivre en plein été dans un appartement où on est plein, on est serré, et en plus il fait chaud parce que c'est pas isolé, etc., le terrain d'aventure, au moins, même si c'est pas l'endroit le plus chouette parce que... il y a peut-être plus d'herbe, il y a beaucoup de poussière, etc. N'empêche que au moins je suis dehors, il se passe des trucs et on fait sortir les gens sur l'espace, quoi.
L'aspect coopération, peut-être? Oui, sur l'aspect de coopération. Alors, on dit qu'on est en distance, en observation, etc. Mais il y a toute une démarche de préparation de l'espace, de réflexion autour des matériels mis à disposition, d'un environnement propice à l'émergence du jeu libre et du jeu risqué. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pensé. Et on n'est pas du tout absent de l'espace, on est à disposition. Et alors, souvent, quand les enfants nous sollicitent, on leur dit qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Mais de manière... enfin, ils savent qu'on est dans les parages et que s'il y a vraiment besoin... En fait, on a une obligation de moyens par rapport à l'espace qu'on met en place pour permettre la prise de risque. Et ensuite, on va beaucoup observer l'interaction entre les enfants, ce qui va se produire, parce que l'interaction, elle peut amener du danger. Dans le sens où si un enfant ne se sent pas... nous, on a les containers dans le terrain d'aventure et les enfants adorent monter sur les containers. Il n'y a pas de limite d'âge, on a juste posé avec les enfants, des limites par rapport au nombre d'enfants qui peuvent être dessus et s'ils ont le droit d'y aller avec des scies, par exemple. Mais ça a été réfléchi avec les enfants. Et par contre, si on voit qu'il y a des enfants qui sont super excités ce jour-là et qui s'entraînent et qui disent à un petit, bah, vas-y, tu peux y arriver, monte, etc., et que le petit, il est plus dans une maîtrise de son propre geste et du risque, on va réguler. Donc ça veut pas dire qu'on n'intervient jamais. On va vraiment sentir la situation et bien souvent on se regarde, on se jauge les uns les autres parce que je crois que toi tu as le vertige, donc c'est pas lui qui va aller gérer la situation. Et moi, je sais que je suis hyper nulle sur certains trucs. Enfin, on a chacun aussi, voilà, on est des humains, on a été formatés tous un peu pareil. On n'est pas des superstars de la prise de risque à tous les moments. Et chaque situation est singulière. Et donc c'est un accompagnement certes distancié, mais quand même un accompagnement, une réflexion de tout instant. Je rebondis, alors la dame est partie, mais sur la dame qui nous interpellait sur est-ce qu'on ne pourrait pas travailler avec les assurances. Moi, je nous invite, mais plus, voilà, à mettre quelques garde-fous, à ne pas imaginer que la logique assurantielle individuelle pourrait régler des dimensions qui sont des dimensions par nature collective. Parce que aucun doute sur le fait que les acteurs de l'assurance trouveraient toujours un produit pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, voire même pour un besoin qui n'existe pas. Mais enfin, c'est une mécanique qui s'arrête quand même jamais. Je ne suis pas sûre qu'on règle les dimensions qui sont par nature des dimensions éducatives, pédagogiques et de protection et d'accompagnement de celles et ceux qui le font par une pure logique assurantielle. Mais plus fondamentalement, je voulais revenir sur l'exemple qu'elle donnait, et, enfin, qui est en même temps très parlant, puis que je comprends tout à fait. Je veux faire un jardin pédagogique dans mon école, et on me répond oui, mais la terre, elle est polluée. Oui, d'accord, mais enfin... oui, mais si on nivelle toujours vers le bas, dans ce cas-là, on n'a jamais de politique ambitieuse. Et quand on a une école dans laquelle, quand on débitume, il y a des sols qui sont pollués, parce qu'il y a une histoire industrielle dans cette ville, ce quartier, cet endroit, ben, en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment on dépollue les sols et comment on rend de la qualité en termes de santé à l'ensemble de ceux qui vont pouvoir y vivre, y respirer et y grandir pour les enfants. Et donc moi, j'entends tout à fait, comme élu, le niveau de contrainte que ça peut représenter, mais je ne nous engage pas à baisser la garde sur les dimensions sanitaires et de pollution des sols, parce que c'est l'une des bombes à fragmentation et à retardement dans ce pays. Et je pense qu'on a plutôt intérêt à la traiter, à se donner les moyens de la traiter, plutôt que de se dire on va aménager parce que finalement, c'est pas si grave. Parce qu'en fait, à la fin, c'est grave d'un point de vue sanitaire. Damien, dernière précision. Ouais, je revenais juste sur la question de la coopération. Étant donné que dans la posture qu'on propose nous, mais peut-être qui est aussi calcable dans d'autres endroits, de ne pas être dans une relation de face à face, mais plutôt d'être dans une relation miroir, en fait, ils n'ont pas besoin de nous. Et donc la coopération, elle se fait de fait. Sur la question de la gestion de conflit, si on n'est pas là pour venir penser qu'il y a un conflit et d'y répondre avant même que le conflit naisse, ils vont se débrouiller, il va peut-être même jamais y avoir de conflit. Ce matin, on a eu une école qui est venue, enfin il y a des maternelles qui étaient là, ils ont porté des palettes qui faisaient peut-être 2 fois leur poids, mais il fallait bien qu'ils trouvent une solution pour porter la palette. Eh ben, tu es obligé d'aller voir ton pote à côté, tu es obligé de trouver des solutions par toi-même. L'adulte, il n'est pas là pour t'aider. Et il y a une enseignante qui disait hier que son retour, c'était ça fait du bien de voir des élèves qui ne se chamaillent pas. Ils ont été là 1h30, ils ne sont pas chamaillés. 3 heures. Donc, pardon. Bon,
3 heures. Ils se sont pas chamaillés. Et en fait, rien que ça, en fait, quand nous on bouge un peu notre cadre et on s'efface, en fait, ils n'ont pas besoin de nous, en fait, dans plein de moments éducatifs. Ça fait mal. Parce que sur un terrain d'aventure, un animateur, ce qu'il fait principalement, c'est d'aller chercher des palettes et s'assurer que ce soit propre. Donc c'est pas très valorisant, dit comme ça, mais en fait tout le reste qu'on fait vivre, ils n'ont pas besoin de nous. Donc peut-être sur cette coopération aussi, c'est lâcher prise. Moi je pense aussi qu'il faut que les adultes et les enseignants notamment, parce que moi je suis un ancien enseignant, je pense l'être toujours, c'est de changer de posture éducative et de ne pas être que dans l'espace entre soit donner des injonctions ou être surveillant et sanctionner. Parce que des fois, il y en a qui, ce rôle, il se transforme à ça. Si on est vraiment dans observer, accompagner, apporter des réponses, beaucoup d'enfants s'aperçoivent que quand ils font classe dehors avec leur enseignant, ça change et qu'ils ont trouvé que des fois, la journée était plus agréable et que le maître ou la maîtresse, finalement, il peut être sympa ou le prof différent et plus sympa. Donc, ça nécessite vraiment un changement de posture éducative et ça nécessite que certains enseignants acceptent un peu de lâcher prise. Alors peut-être que depuis quelques années, il y en a de plus en plus d'enseignants qui font classe dehors. Peut-être que ça va être plus difficile de convaincre ceux qui n'ont toujours pas franchi le pas, parce que peut-être ceux qui ne souhaitent pas franchir le pas, c'est ceux qui sont les plus rétifs au lâcher prise et qui sont le moins enclins peut-être à développer des pédagogies coopératives et d'avoir un autre rapport aux méthodes éducatives pédagogiques qu'il faudrait mettre en place. C'est ma petite parenthèse. Et il nous reste 10 petites minutes, donc peut-être qu'on peut reprendre une ou deux questions s'il y en a parmi les personnes. À moins... Alors, il y a une personne devant là. Bonjour, alors moi je suis professeure en lycée professionnel à Lyon, dans une zone d'éducation prioritaire. Et je me pose la question, dans tout ce que j'entends, si la juridification de nos sociétés bride pas en fait notre lâcher prise, parce que pour ma part, j'ai l'impression que les enseignants sont de plus en plus prêts à lâcher prise, mais avec toute la paperasse qu'on doit remplir et selon le proviseur qu'on a, le chef d'établissement, on est un peu à la merci de tout ça parce qu'on a peur du procès. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues par les instances politiques pour faire changer tout ça, pour que la notion de risque ne pèse pas sur une seule personne, en fait, tout simplement. Alors, est-ce qu'on prend une dernière question peut-être et d'essayer d'y répondre et de conclure ensuite? Non. Eh bien, s'il n'y en a pas d'autres, on va apporter quelques derniers éléments de précision et conclure ensuite. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite répondre à cette première réponse. Vous avez changé de place, il y a feinte. L'un des éléments de réponse, j'étais en train de reprendre, alors ce n'est pas la version totalement définitive de la proposition de loi qui sera présentée, mais c'est vraiment l'esprit. L'article 1er vise à inscrire l'accès régulier au dehors et au contact avec la nature parmi les objectifs auxquels doit répondre le droit à l'éducation. En bref, ça veut dire qu'on modifie le code de l'éducation. Il rend opérationnelle cette ambition en mobilisant d'une part les établissements scolaires, blablabla, d'autre part les collectivités territoriales, à travers l'inscription de cet objectif dans les projets éducatifs territoriaux, ce qui permet de répondre à l'interpellation du directeur de centre de loisirs de Marseille. Et ça veut dire qu'on fait finalement non plus peser la responsabilité avec tout ce que vous décriviez sur les individus ou sur le collectif au sens établissement. On intègre dans le code de l'éducation que c'est un objectif auquel, de fait, comme tous les objectifs qui sont dans le code de l'éducation, les uns et les autres doivent répondre. C'est pour ça qu'on est dans cette démarche de dépôt de cette proposition de loi et à l'Assemblée et au Sénat, dans une démarche qui est transpartisane, avec des élus de tous bords, enfin tous bords républicains, pour justement arriver à inscrire dans le code de l'éducation cette modification qui permettrait de soulager la part individuelle qui pèse sur vous. Merci. Ando et Damien, un petit mot peut-être de synthèse ou de conclusion? Ah non. Ou d'une autre précision sur ce sujet, si tu préfères. Et puis... Vas-y, moi, je voulais rebondir sur la proposition de loi. C'est une étape. La pression individuelle, elle sera quand même présente, je pense,
Et en tout cas, ça restera toujours un risque. Et après, là, dans tous les éléments qu'on a nous à notre disposition, c'est quel type de formation j'ai suivi pour m'assurer que dans le coup d'avoir ce truc-là, qu'on ne vienne pas me reprocher des choses, avec qui je m'associe, comment je le fais vivre, etc. La loi, c'est une intention politique qui est très intéressante. Il n'empêche que l'ensemble des moyens, il est bien à nous d'aller les rechercher, aller les trouver en allant se former, en allant essayer de trouver des relais à différents endroits, aller voir les assos d'EducPop, aller se taper sur les centres sociaux, etc. pour aussi pas être seul dans cette dynamique-là, parce que en fait, le risque, c'est d'être seul et que s'il y a un problème, loi ou pas loi, ça sera quand même nous les responsables. Et que je pense, c'est remettre aussi du collectif dans nos espaces éducatifs et aussi de la transversalité dans nos métiers. Enfin, moi, je suis animateur et je pense aller travailler avec des enseignants, ça me nourrit autant que l'inverse. Et donc, du coup, c'est aussi cet enjeu-là en fait qui est permis, parce que là, on est en train de faire de la complémentarité éducative sur un espace qui n'est pas l'école, mais qui est l'extérieur, et c'est l'espace de tout le monde, et que c'est peut-être là-dessus, en fait, il faut qu'on se retrouve pour faire enfin collectif pour de vrai là-dessus, quoi. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que ce qu'on raconte, c'est pas juste l'obsession des CMEA ou des associations d'éducation populaire. Ce sont des choses qui sont largement documentées depuis des dizaines d'années par la recherche scientifique et qui a montré les bénéfices du jeu libre et plus globalement du jeu libre, mais plus précisément du jeu risqué, qu'on appelle dans d'autres langues le jeu profond ou le jeu aventureux. Il y a une littérature très abondante scientifique avec des évidences, des preuves sur les bénéfices de ces activités-là. Il y a l'Association canadienne de santé publique qui a mis en commun beaucoup de choses sur le sujet, et ils ont même fait des infographies extrêmement utiles qui permettent de voir les bénéfices du jeu libre et donc du jeu risqué sur la santé mentale et les autres bénéfices en termes de santé globale. Et cette association de santé publique canadienne a, il y a quelques années, fait un plaidoyer extrêmement fort et qui tirait la sonnette d'alarme, parce qu'on parle beaucoup de santé mentale, c'est l'année de la santé mentale en France. On parle beaucoup des problématiques d'écran, la question du dehors aujourd'hui, on parle du risque là. Encore une fois, c'est peut-être plus risqué d'être à l'intérieur de chez soi derrière un écran que d'être en train de grimper à un arbre. Et du coup, pour moi, il y a un vrai enjeu de santé publique et de tirer la sonnette d'alarme de ce point de vue. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on approche d'un point de vue éducatif, c'est bien de réintroduire du jeu risqué dans l'environnement des enfants, et ça a des effets bénéfiques. On parle aussi dans l'environnement scolaire des compétences psychosociales, on n'entend plus parler que de ça. Les cours d'empathie entre quatre murs, alors je schématise un peu, je suis désolée, mais les compétences psychosociales, à nouveau, toutes ces études qui ont été menées montrent que en fait, ces pratiques-là cochent toutes les cases pour le développement des compétences psychosociales. Donc c'est pas quelque chose qui est approuvé, il me semble. Maintenant, l'enjeu pour nous, c'est de le mettre en œuvre de manière transversale, tous ensemble, et de le rendre possible au travers de lois, mesures et d'une envie commune, quoi. Un petit mot, Madame Brossel, pour terminer. Une phrase peut-être dans la suite de ce que vous venez de dire. L'espace public, c'est un enjeu qui est éminemment politique. C'est tout sauf de la technique et de l'aménagement. En fait, l'espace public, quel que soit l'endroit où on vit, en zone rurale, en zone périurbaine, en zone urbaine, c'est l'endroit où on peut décider ou non de fabriquer du commun. Et j'ai la faiblesse de penser que dans notre pays, on a un tout petit peu besoin de recommencer à fabriquer du commun. Eh bien, merci à vous tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on va laisser maintenant la parole à la prochaine table ronde.